Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. C'est un palais, très grand, très beau et très célèbre. Mais un palais somme toute comme les autres, avec une grande porte, un grand escalier, de grands salons, mais aussi des portes dérobées, des couloirs secrets et des appartements privés. On peut y pénétrer en grande pompe ou s'y introduire subrepticement. Dans un petit salon bleu et argent, tout au fond de ce palais, une femme attend. Elle est belle, mince, la taille bien prise, un ravissant chapeau coiffe ses cheveux au beurre aux reflets dorés, une esquisse voilette tente vainement de dissimuler des yeux couleur d'aigue marine, un nez impertinent, des lèvres roses. Elle est belle et elle attend. Impatiente, elle tire par deux fois sur une petite sonnette en forme de dragon. On vient. Une porte s'entr'ouvre, des moustaches conquérantes apparaissent. Enfin. Laissons discrètement retomber la tenture de velours bleu sur ce tendre rendez-vous secret. Pourtant, dans la pièce voisine, un secrétaire du palais prête une oreille attentive. Soudain, un remue-ménage inhabituel, des coups de poing frappés à la porte de l'antichambre, des cris étouffés. Le secrétaire hésite, faut-il vraiment s'inquiéter et entrer dans le petit salon bleu? On ne sait jamais, tant pis, c'est plus prudent. Sans plus hésiter, le secrétaire ouvre la porte, repousse la tenture et reçoit dans les bras une femme échevelée qui pleure convulsivement. Sur le canapé de velours, l'homme râle, le visage violet, presque noir, les mains crispées sur sa gorge, cherchant de l'air désespérément. Il va mourir. Il meurt. Il faut faire vite. Hâtivement rajustée, la jolie femme s'esquive par le jardin, guidée par le secrétaire efficace, et un fiacre l'emporte vivement. Nous sommes le 16 février 1899. Elle, c'est Marguerite Stenel, qui s'enfuit affolée du palais de l'Élysée. Celui qui vient de mourir brutalement d'apoplexie, c'est le président Félix Faure. Marguerite Stenel termine ce jour-là sa carrière de favorite. La mort du président Félix Faure n'a plus rien de mystérieux aussi, vous vous en doutez, c'est pour bien autre chose que Marguerite va figurer dans les dossiers extraordinaires de la police sous le nom évocateur de la veuve rouge. En cette année 1899, Marguerite, Meg pour les intimes, il y en a beaucoup, est l'épouse d'Adolphe Stenel, peintre au style très officiel et neveu de Meissonnier. On dit de lui qu'il fait du Meissonnier mieux que Meissonnier lui-même. Elle est jeune et belle. Il a quelques 20 ans de plus et porte déjà barbe grise. Ce fut un mariage arrangé par la famille, inquiète du tempérament impétueux de la jeune fille. Le couple s'est établi à Paris, dans un petit hôtel particulier, au numéro 6 de l'impasse Roncin à Vaugirard. L'argent n'est pas toujours au rendez-vous des ambitions de Meg. Elle végète dans une petite bourgeoisie de quartier où elle s'ennuie. Histoire de se changer les idées, elle tente de divorcer, mais sa mère, Madame Japy, la ramène dans le droit chemin et elle réintègre le domicile conjugal avec sa petite fille de 1 an, Marthe. C'est un couple bizarre. Lui, que l'on accuse, sa femme en premier, de se désintéresser des femmes. Elle, qui prend des libertés que la bourgeoisie réprouve. Lorsqu'elle fait la connaissance du président un beau matin sur une allée cavalière, Stenel ferme les yeux, mais ouvre son escarcelle, car les commandes pleuvent tout à coup. Notons au passage, une œuvre immortelle et officielle, inaugurée un 1er mai, et qui s'intitule « La remise des décorations par le président de la République aux survivants de la redoute brûlée ». Belle pièce. Mais quant à elle, est une des reines de Paris.
Mais son règne s'achève avec la mort du président et nous jetterons un voile pudique sur les circonstances de cette mort. Par contre, les chansonniers, eux, s'en donnèrent à cœur joie et la belle Meg, profitant de cette publicité involontaire, ouvre une sorte de salon demi-mondain où se presse par conséquent le demi-tout Paris. Adolphe, son pauvre mari de peintre, est toujours à ses côtés, fermant de plus en plus les yeux sur les frasques de la jeune femme. Il n'a plus la vogue depuis que la source même des commandes officielles s'est tarie. Bientôt, la gloire éphémère de sa femme s'éteint et le ménage retombe dans la gêne d'où l'avait sorti la liaison présidentielle. Marguerite Stenel n'aime pas faire la cuisine et la vaisselle. Elle n'aime pas les petites robes et les bijoux de pacotille. Bref, elle n'aime pas la médiocrité. Elle, qui fréquentait le salon bleu et argent de la présidence, ne peut pas se contenter de cette petite vie. Alors, elle rencontre Monsieur C, puis Monsieur M, puis Monsieur X, puis Monsieur Y, et se laisse couvrir de cadeaux, de dîners fins et de rentes passagères. Stenel, mari plus que complaisant, accepte même la location à son nom d'un petit chalet discret aux environs de Paris, le Vert Logis, ce qui lui permet de ne pas se cogner trop souvent dans les relations de sa femme. Madame Japy, mère de Marguerite, fronce un peu les sourcils aux frasques de sa fille, mais elle est en âge de mener sa vie, on ne peut plus la mettre au couvent. Elle est bien obligée de laisser faire. Marguerite a maintenant 40 ans et nous sommes arrivés, de galants protecteurs, jusqu'en 1908. Le couple semble avoir adopté un statu quo particulier. Marguerite négocie ses faveurs aux hommes fortunés qu'elle rencontre, Adolphe Stenel leur vend ses toiles et chacun y trouve son compte. Le dernier protecteur en date, par exemple, un riche châtelain des Ardennes, semble bien à l'entière dévotion de la toujours ensorceleuse Madame Stenel, puisqu'il vient d'acheter 2 tableaux au mari. Il semble bien que la belle Marguerite n'intéresse plus les écotiers, que sa vie privée ne soit plus une vie publique. Mais il y a des destinées exceptionnelles qui ne s'accommodent pas de l'anonymat. Et le 30 mai 1909... dans sa villa de l'impasse Roncin à Vaugirard, Marguerite attend sa mère, qui vient de province, à sa demande pour la rejoindre. C'est samedi. Il y a là Adolphe, le mari, Rémy, le valet de chambre. Quant à la vieille servante Mariette, on l'a envoyée auprès de la fille de Marguerite, qui est souffrante. Potage et langoustes au dîner. On dîne tôt, car la vieille dame est lasse, et à 9 heures, on monte se coucher. Prévenante, Meg confectionne des grogues, frictionne les jambes de sa mère, lui offre sa propre chambre où elle sera mieux, dit-elle, et se retire elle-même dans la chambre de sa fille absente. Adolphe, lui, gagne sa chambre d'éternel célibataire, il n'assiste jamais au petit coucher de sa femme. Il ne la voit jamais défaire son large chignon, tresser ses cheveux pour la nuit et s'endormir en chemise de linon bleu, l'air soudain d'une pensionnaire un peu perverse. La nuit s'écoule, calme et tranquille. À peine un aboiement de chien, quelques crissements sur le gravier que nul n'entend. Le valet de chambre dort, Madame Mère dort, Monsieur Marie dort, Madame Stenel dort. Peut-être. À 6h30, comme tous les jours, à la même heure, Rémy, le valet de chambre, quitte justement sa chambre sous les combles et descend l'escalier qui mène à la cuisine. Il a l'intention de préparer le petit déjeuner. Oh, il ne fait pas de bruit pour ne pas réveiller madame. Soudain, dans le silence, il tend l'oreille. De l'une des chambres, juste en face de l'escalier, il lui semble bien percevoir un faible gémissement. Le chien, non, sûrement pas, on l'a éloigné la veille, il cassait tout dans la maison d'après madame. Hésitant, Rémy s'approche. La porte est entrebâillée, il passe la tête et écarquille les yeux de surprise. Oh, le spectacle n'est pas laid, pas du tout, au contraire, mais surprenant. Marguerite Stenel est sur le lit, pieds et poings liés au barreau, et la chemise de nuit rabattue sur la tête. Et c'est de là-dessous que proviennent les gémissements. Rémy appelle, un peu gêné. Des grognements lui répondent. Alors il se précipite, réalisant enfin qu'il se passe quelque chose d'anormal et que ce spectacle n'était pas du tout destiné à la simple contemplation. Il rabat respectueusement la chemise de nuit et découvre 2 yeux d'aigle marine furibonds. Il retire précautionneusement un tampon d'ouate de la gorge de sa maîtresse et les gémissements se transforment immédiatement en cris affolés. « Ma mère! Mon mari !» courait Rémy.
Le valet de chambre se précipite dans la chambre voisine. Le cadavre de la vieille dame gît en travers du lit. Un cordon de tirage lui serre le cou, mais pardonnez-moi ce détail, son râtelier lui a été enfoncé dans la gorge très irrévérencieusement. Elle en est morte, comme on peut s'y attendre. Le râtelier ne pardonne pas. C'est beaucoup d'émotions pour un seul valet de chambre. Il manque d'air, le pauvre Rémi, et machinalement se dirige vers la salle de bain, histoire de se rafraîchir les idées. Il rencontre, au détour du couloir, sur le dos, les jambes repliées, les yeux pochés, son maître, Adolphe Stenel. Il est mort aussi. Étranglé de la même manière. Alors là, c'est trop. Et le valet de chambre affolé retourne dans la chambre de sa maîtresse et s'aperçoit qu'elle est toujours ligotée. Il la délivre en lui balbutiant les nouvelles, puis se penche à la fenêtre et hurle « Au secours !» Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc Marguerite Stenel, ex-favorite du président Félix Faure, est découverte par son valet de chambre ligoté et bâillonné sur un lit alors que dans les pièces voisines, sa mère et son mari sont morts étranglés. Premier mystère, pourquoi Marguerite n'a-t-elle pas été étranglée elle-même? Au point où en étaient les assassins, un mort de plus ou de moins. Second mystère, il semblerait bien que les liens qui enserraient les poignets et les chevilles de Marguerite Stenel n'étaient pas tout à fait aussi serrés, dirons-nous, que la normale. J'entends par là que le travail de l'agresseur laissait à désirer, soit qu'il n'était pas consciencieux, soit qu'il ait été complaisant, pour ne pas dire complice. De même, le tampon d'ouate examiné par la police était relativement sec. On peut donc supposer qu'il n'était pas dans la bouche de Marguerite Stenel depuis très longtemps, placé peut-être au dernier moment. En tout cas, Marguerite est vivante et, ô joie, redevient enfin, il y avait si longtemps, la vedette de quelque chose. Peu importe qu'il s'agisse du meurtre de son mari et de sa propre mère, Marguerite redevient Meg, elle a un public, il faut en profiter. À ce point de l'histoire, je me dois de vous signaler, si vous ne l'avez pas un tantinet supposé, que Marguerite est une superbe menteuse. Dame, on ne trompe pas son mari pendant 20 ans sans un don de ce genre. Et même, si le mari est complaisant, il lui faut garder la face, et une femme se doit d'aider son mari à garder la face en de pareilles circonstances. C'est le moins qu'elle puisse faire. Cette petite parenthèse étant refermée, ne croyez surtout pas que je mets en doute une seconde la version que Marguerite va donner de l'agression dont elle a été victime. D'autres que moi l'ont trouvée plausible. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'elle reste la seule à la raconter, et pour cause. Voici donc ce que Madame Stenel raconte aux enquêteurs, et ils sont nombreux, tout autant qu'attentifs. Après avoir servi un grog à ma mère et à mon mari, tous deux se sont retirés dans leurs chambres respectives. Je suis monté moi-même me coucher, me suis endormi rapidement. J'ai été brutalement tiré de mon sommeil au moment où sonnaient les 12 coups de minuit par 3 hommes barbus, en longues robes noires, et par une femme rousse, à la bouche ignoble. Voilà bien un détail de femme. La femme rousse m'a prise pour ma fille. Voilà bien une coquetterie. Elle m'a brutalement demandé où mon père cachait l'argent. J'ai été sauvé de la mort par l'un des hommes barbus qui ressemblait à un ancien modèle de mon mari. Je pense qu'il m'a prise en pitié. On m'a arraché mes bagues, je me suis évanoui. Je ne me rappelle de rien d'autre. C'est affreux. Les enquêteurs constatent qu'une bouteille d'encre a été renversée dans le bureau situé entre la chambre où dormait Meg et celle de sa mère. On peut suivre les traces de la flaque du bureau à la chambre de la vieille dame, et elle semble avoir été faite par une robe longue. Or, Madame Stenel porte sur la cuisse une tache de cette encre, alors qu'elle dit ne s'être pas levée, avoir été surprise au lit, et qu'on l'y a trouvée attachée. Enfin, il n'y a pas du tout de traces d'effraction. Mis à part l'encrier, rien n'a été touché. La clé de la porte est restée à l'intérieur. Les enquêteurs s'arrêtent un moment sur ce détail, mais la vieille et fidèle servante Mariette arrive à point pour expliquer que le valet de chambre a perdu quelques jours plus tôt une clé semblable dans le jardin. Alors, il faut bien s'en tenir à la version des faits que donne Marguerite et la police conclut à un crime crapuleux. On enterre les victimes, mais le public ne l'entend pas de cette oreille. Et bien entendu, les lettres anonymes s'entassent. La belle Marguerite a déjà trop fait parler d'elle. Impossible de la croire totalement innocente et victime de ce qui s'est passé. On murmure qu'elle jouit de protection puissante, qu'on étouffe l'affaire, et des noms célèbres sont cités, comme ayant connu les faveurs de celle que l'on appelle maintenant la veuve rouge. Le prince de Galles, le roi Sisovat du Cambodge, le ministre de la Marine, celui de l'Agriculture, un juge même.
On rappelle le drame de l'Élysée, on dit qu'un voisin a aperçu la nuit du crime dans l'impasse des ombres suspectes sous l'unique réverbère, et les journaux entretiennent assidûment leurs lecteurs. Décidément, la vie de Marguerite Stenel fait la joie de la presse. Pourtant, une fois encore, les choses se tassent. Les vacances sont là et chacun sait que le soleil fait oublier bien des scandales. Seulement Marguerite ne veut pas qu'on l'oublie, surtout pas. La gloire enfin retrouvée à n'importe quel prix, elle va l'entretenir. Tout plutôt que de retomber dans l'oubli bourgeois et déprimant. En octobre, après les vacances passées au bord de la mer, Marguerite se sent en pleine forme. Elle convoque un journaliste, le rédacteur en chef de l'Écho de Paris, prétendant qu'elle a des révélations importantes à faire sur le crime. Le journaliste saisit l'aubaine et le moyen de raccrocher ses lecteurs car Meg fait toujours recette. Il exige donc de publier une lettre ouverte, Marguerite y consent volontiers, et voici ce qu'elle annonce. Un employé du Métropolitain a trouvé le 31 mai à la station de Villiers un carton d'invitation pour une exposition de son mari. Sur le carton figurait l'adresse d'un costumier de théâtre. Or, le 27 mai, ce costumier avait loué des lévites, les fameuses robes noires, à des acteurs de théâtre hébreux, et 3 de ces lévites avaient disparu au moment de la livraison. En outre, chez le costumier, une cliente avait remarqué une femme à la bouche en trou d'égout et un grand barbu. Ouh, le vilain mensonge! Car les journalistes, excités par l'affaire, vont vérifier. On a bien volé des lévites chez un costumier, ça c'est vrai. Mais la femme n'est pour rien dans l'affaire, et l'homme barbu non plus. Et ce qui est pire, c'est que la police était au courant depuis plusieurs mois qu'elle a abandonné cette piste et que Marguerite le savait. Peu importe, il en faudrait plus pour abattre Marguerite. Elle déclare que la justice est trop lente, qu'elle veut venger elle-même sa mère et son mari. Et histoire d'entretenir un peu la presse, se constitue partie civile en criant bien haut qu'ainsi elle pourra enfin consulter le dossier. Bien qu'elle ait vieilli, Marguerite Stenel exerce toujours son pouvoir sur la gente masculine. Et les journalistes la suivent de près. Ils se battent entre eux-mêmes. C'est à qui obtiendra le premier et la dernière déclaration de la veuve rouge. Et elle en fait des déclarations, Marguerite. Un jour, elle fait amende honorable. Après avoir convoqué son journaliste favori, elle avoue « Oh, l'histoire des robes longues était fausse, le coupable... » Le coupable, c'est Rémi, mon valet de chambre. J'ai constaté qu'il dissimulait des lettres que ma fille adresse à son fiancé et qu'il en décollait les timbres. Je l'ai surveillé, il est suspect. J'exige qu'on l'interroge, qu'on fouille ses papiers personnels. J'ai d'ailleurs conservé le portefeuille que je lui ai confisqué. Emballé, le journaliste court chez le juge d'instruction. Et Meg, en grande pompe, et devant témoin, sort du portefeuille une perle volée le soir du crime. On perquisitionne chez le valet de chambre. Et c'est Meg qui aperçoit la première un brillant qui scintille fort opportunément entre les lames du parquet. Un brillant volé. Bien entendu. Rémi hurle qu'il est innocent. Marguerite exulte. Ouh, le vilain deuxième mensonge. Car un autre journaliste vient affirmer qu'il a vu le portefeuille du valet avant la scène chez le juge d'instruction et qu'il n'y avait rien dedans. Pas plus de perles que de vérité dans tout ça. Et un bijoutier vient spontanément déclarer que la perle en question, il l'a dessertie d'une bague que lui a remis Madame Stenel le 12 juin. Le 12 juin, alors que cette bague est supposée avoir été volée le 31 mai. Oh, mais Marguerite n'est pas déconcertée pour autant. Elle avoue. C'est elle qui a dissimulé le diamant dans les lames du parquet. C'est elle qui a mis la perle dans le portefeuille. Pourquoi? Oh, qu'on ne l'ennuie plus avec ça. Elle va enfin dénoncer le véritable, l'unique, le seul vrai coupable. Bien qu'il l'ait menacé, elle aura le courage de tout dire. Le coupable, c'est Alexandre, le fils de Mariette, la servante. Et on arrête Alexandre. Et on le relâche, car bien entendu, et heureusement pour lui, il a un alibi incontestable. Alors, il est temps que le vaudeville s'arrête. Il est temps de retirer l'affaire des mains du juge d'instruction, l'aider, qui, dit-on, connaît trop bien la belle Meg. Et depuis longtemps, le juge Lédé se sent obligé d'arrêter Marguerite pour complicité de meurtre, et ils se sont obligés aussi de se dessaisir de l'affaire au profit du juge André, qui, lui, n'est pas et ne fut jamais un familier du Vert-Logis. Si bien que Marguerite, Meg la Rouge, protégée par les gendarmes à cheval et par la troupe, entre à Saint-Lazare, la prison des femmes, sous les vociférations des lecteurs du matin de l'Écho de Paris et des autres. À la pistole numéro 11, où elle paie 7,50 francs par mois, plus 5 francs de chauffage et 3 francs pour les bougies, Meg se lève à 6h30 et se couche à 7h à l'extinction des feux. Il est loin, le salon bleu et argent.
Et pendant qu'elle rechigne sur l'ordinaire de la maison, une infâme soupe de rognure, le nouveau juge voit déferler sur son bureau un assortiment choisi de témoignages et d'accusations qui bientôt transforme la mondaine brillante et adulée en une coquine sordide et veule. On dit, et on tente de le prouver par sa correspondance, que non seulement elle trompait ouvertement son mari, mais qu'elle l'a tué pour s'en débarrasser et épouser son dernier amant. On dit, et on ne le prouve pas, qu'elle a tué sa mère pour hériter de 90 000 francs or. L'accusation se consolide. Désormais, on a le schéma des mobiles, et il est facile de penser que Marguerite a endormi sa famille à coups de grog bien tassé aux narcotiques, a tué ou fait tuer, puis simulé son propre ligotage. Souvenez-vous, les liens n'étaient pas tellement serrés et le tampon d'ouate ne l'avait pas beaucoup étouffé. Quant à l'argent volé, il n'a jamais existé, le ménage était dans la gêne et les bijoux ont été retrouvés. Pendant près d'1 an, l'instruction se bat avec la défense qui prétend que les bijoux retrouvés sont des doubles, que l'argent a bien été volé, les comptes du ménage le prouveraient, et que si Marguerite a dissimulé perles et diamants, c'était pour forcer le valet de chambre à avouer. Des mois de bagarre, plus de 4000 pièces au dossier, 150 témoins entendus, réentendus, font que le 3 novembre 1909, Marguerite Stenel fait son entrée devant le jury de la Seine. Si je dis fait son entrée, c'est que, vous l'imaginez bien, devant un public aussi intéressant, Meg a décidé de ne pas décevoir. Un petit chapeau à court voile de crêpe noire, sur ses cheveux à reflets dorés, ses yeux d'aigle marine mouillés, juste ce qu'il faut. Une robe de veuve sévère, mais qui prend la taille. Meg la belle, de toute sa féminité, lutte pied à pied avec le président. À coups d'évanouissement, de charme, de crises de nerfs palpitantes, de sourires mystérieux, de sous-entendus inattaquables, elle résiste. Les assassins, elle le jure, ce sont les 3 barbus en robe noire et la femme rousse à la bouche d'égout. Elle trouve de l'aide partout. Un jeune homme romantique vient même s'accuser du meurtre à la barre par amour pour elle. Mariette, la vieille servante, témoin important qui la connaît si bien, se contente de mystérieux et têtu, je sais pas. L'avocat général, sentant cette ensorceleuse lui échapper, tente une dernière accusation. Il annonce que Marguerite avait une complice, dont on n'a presque pas parlé. Cette complice, il ne veut pas la nommer, mais on la connaît. Alors, le dernier jour de l'audience, Mariette, la vieille servante, accompagnée d'un avocat, regarde le ministère public en face et dit d'une voix sèche et arrogante « Si vous croyez que je suis la complice, dites-le !» Et le ministère public, qui n'a pas de preuves, baisse pavillon. Si bien que sous les applaudissements d'un public à nouveau sous le charme, Marguerite Stenel, après 2 heures de délibération, est déclarée non coupable par 12 voix contre 9. Son joli coup a eu bien chaud. Mystère donc sur le crime de l'impasse Ronsin. Depuis, nombre de théories ont couru. Je vous laisserai établir la vôtre. Quoi qu'il en soit, Marguerite Stenel se réfugie en Angleterre après le procès. Elle y a vécu fort bien, ma foi, jusqu'à l'âge de 85 ans. Elle y devint peeresse d'Angleterre, en épousant Lord Robert Brooke Campbell Scarlett, 6e baron Ebinger, une vieille connaissance de l'impasse Ronsin. Veuve à nouveau en 1927, en tout bien tout honneur, elle se réfugie dans son castel du Surrey et écrit ses mémoires, aidée cette fois encore par un journaliste. Elle y parle toujours d'hommes barbus, de robes noires et de vilaines femmes rousses. Marguerite Stenel était-elle une criminelle odieuse, une femme du monde fantasque ou une mythomane agressive? J'ai sous les yeux la reproduction d'une phrase autographe. L'écriture est haute, large, décidée, et je ne résiste pas à l'envie de vous la lire en conclusion de cette folle histoire. La phrase dit ceci: « N'est-ce pas que tout arrive? Merci, Marguerite. » Et c'est avec une phrase comme celle-là, chers amis, que la veuve rouge est passée des dossiers extraordinaires de la police à ceux de l'histoire. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1.
Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.